Adepte de la grande toile, bonjour. 47 ans après sa disparition, Bruce Lee est devenu une véritable légende du cinéma d'arts martiaux et même du cinéma tout court. Selon le Time Magazine, il est l'une des 100 personnalités les plus influentes du XXe siècle, et il suscite toujours autant d'admiration, de fantasmes et même de controverses puisque sa courte apparition dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino a été très remarquée, au point que le réalisateur a dû se justifier d'avoir montré cette icône se faire rosser par un simple cascadeur. Et oui, même si tout semble avoir été dit sur Bruce Lee, les proches et anciens collaborateurs de l'acteur ont savamment entretenu la confusion entre la réalité des faits et des parts d'ombre souvent romancées. Mais finalement, est-ce que ça ne serait pas cette part de fantasme qui distingue l'acteur des autres artistes martiaux célèbres? Car plus qu'une légende, Bruce Lee est devenu un véritable mythe cinématographique. Et pour se lancer dans un tel sujet, le plus simple, c'est encore de commencer par une petite biographie. Bruce Lee, de son vrai nom Lee Jun-fan, est né le 27 novembre 1940 à l'hôpital chinois de San Francisco. Son père, Lee Hoi-chuen, est un acteur d'opéra cantonais qui va très tôt lui transmettre son goût de la scène, mais aussi des arts martiaux. Durant sa jeunesse, Bruce enchaîne plusieurs rôles au cinéma dans diverses comédies et mélodrames cantonais qui lui vaudront une certaine célébrité à Hong Kong. Cependant, son tempérament d'adolescent rebelle lui vaut de nombreuses brouilles avec ses parents, mais aussi avec plusieurs bandes. Pour calmer ses ardeurs, l'un de ses amis l'emmène prendre des cours d'arts martiaux chez un enseignant nommé Yip Man, qui comme par hasard est lui aussi une légende qui sera largement mise à l'honneur sur le grand écran. Ce dernier confie le jeune homme à l'un de ses assistants, Wong Chun-Leung, qui lui apprendra le Wing Chun. Bien qu'il soit un élève brillant, Bruce Lee garde un tempérament colérique qu'il extériorise lors de combats sur les toits de la ville contre des élèves d'écoles d'arts martiaux rivales, le tout sous l'œil complice de son mentor. Après une dernière bagarre particulièrement violente, le jeune homme est amené devant la justice. Les relations de sa famille lui permettent d'éviter la prison en échange d'un exil aux États-Unis. En 1959, Bruce, alors âgé de 19 ans, s'installe à Seattle, dans l'état de Washington, chez une amie de son père pour laquelle il fait la plonge, avant d'enseigner à son tour les arts martiaux. Après avoir ouvert 3 écoles et acquis une solide renommée dans son domaine, la carrière de celui que l'on surnomme le Petit Dragon connaît un nouveau tournant lorsque l'une de ses prestations, filmée au tournoi de Long Beach, atterrit sur le bureau de William Dozier, producteur de la série Batman avec Adam West. Dozier engage le jeune enseignant pour incarner Kato, l'acolyte du Frelon Vert dans la série du même nom. Malgré la durée éphémère du show, le comédien acquiert une certaine notoriété qui lui vaut d'enseigner son art au gratin d'Hollywood, Steve McQueen, James Coburn ou encore Blake Edwards. Avec le soutien d'un de ses élèves, le scénariste oscarisé Stirling Silliphant, Bruce Lee développe un projet nommé La Flûte Silencieuse qu'il espère bien faire mettre en image par un autre de ses élèves, Roman Polanski. Cependant, l'assassinat en 1969 de Sharon Tate, épouse du cinéaste et également l'une de ses élèves, met un frein à ce projet. Le comédien tentera de le relancer avec l'aide de James Coburn, mais sans succès. Par ailleurs, il est écarté de son projet de série Warrior, qui deviendra Kung Fu avec David Carradine. C'est dans ce contexte difficile que Bruce Lee reçoit une offre du producteur hongkongais Raymond Chow de la Golden Harvest. Malgré un cachet misérable, le comédien accepte le contrat. Et la suite, vous la connaissez probablement. Le succès des 4 films qu'il tourne dans la foulée en font une star dans toute l'Asie. Mais cette carrière connaît un arrêt brutal le 20 juillet 1973. Alors qu'il s'apprêtait à reprendre le tournage du Jeu de la mort, l'acteur meurt des suites d'un œdème cérébral. Alors après seulement 4 films et un 5e inachevé, le nom de Bruce Lee aurait très bien pu sombrer dans l'oubli. Pourtant, c'est tout l'inverse qui va se produire, et c'est à partir de là que sa renommée va dépasser les frontières. Lors de sa sortie en salle aux États-Unis en 1973, Opération Dragon devient le 2e titre le plus rentable pour Warner Bros, juste derrière L'Exorciste. En France, après une première exploitation plutôt discrète de Big Boss et de La Fureur de vaincre par le producteur André Genovès, c'est René Château, l'homme de confiance de Jean-Paul Belmondo, qui importe le phénomène dans l'Hexagone, au point de faire de son cinéma parisien, le Hollywood Boulevard, un endroit dédié aux comédiens dont il diffuse les films en continu. Bruce Lee est pour la jeunesse d'aujourd'hui ce que représentait Douglas Fairbanks qui est Rolf Flynn pour nos parents. Dans la foulée du succès planétaire des films de Bruce Lee et de l'engouement pour les arts martiaux chinois qu'il a suscité, on voit monter une vague de contrefaçons, la bien nommée Bruceploitation, qui va tenter de profiter des retombées du phénomène. Raymond Chow, quant à lui, va récupérer les rushs du Jeu de la mort pour en proposer une version tristement célèbre, qui reste encore aujourd'hui citée en exemple dans les débats portant sur l'utilisation d'images d'interprètes décédés. Le 31 mars 1993,
Le décès tragique de son fils Brandon sur le tournage de The Crow va très vite avoir une résonance particulière avec celui de son père. En effet, depuis sa mort en 1973, de nombreuses rumeurs et théories du complot farfelues sur la mort de Bruce Lee ont largement participé à façonner sa légende, comme si cette triste fin n'était pas à la hauteur du mythe. D'ailleurs, dans le biopic fantaisiste que lui consacra Rob Cohen en 1993, il est même question d'une malédiction familiale. You have a right to know everything. You had an older brother, you see. He died. The demon took him away from us. Ah oui, quand même, il fait pas les choses à moitié, le Rob Cohen. Wow, putain, c'est quoi ce bordel? Attendez, Rob Cohen, c'est pas le mec qui reprochait à Steven Sommers de faire n'importe quoi avec l'Égypte dans La Momie? Enfin bon, bref. En tout cas, une partie du mythe de Bruce Lee s'est construite sur le fait que l'acteur est décédé au début de sa gloire. Au même titre que Marilyn Monroe et surtout James Dean, dont il était un grand fan au point qu'il s'amusait à l'imiter. Ainsi, l'image de Bruce Lee restera à jamais celle d'un combattant arrogant et indestructible. Pour certains, il représente la facette belliciste et ultra-viriliste des arts martiaux qui fait l'éloge de la loi du plus fort. Une imagerie popularisée par certaines action stars des années 80-90 qui n'ont jamais caché leur admiration pour le petit dragon. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si David Fincher s'amusera à détourner cette imagerie viriliste dans son Fight Club. De la même manière, je peux comprendre que Tarantino ait eu envie de coller une baigne à cette icône dans son dernier film. I will admit I'm having a little bit of fun at his expense, all right? I will admit that. Cependant, il serait dommage de ne réduire le mythe de Bruce Lee qu'à cela. Car s'il y a bien deux domaines dans lesquels l'héritage du petit dragon se fait encore ressentir aujourd'hui, c'est bien le cinéma et les arts martiaux. Et oui, ses anciens élèves et amis comme Danny Inosanto ou les regrettés Jesse Glover et Taki Kimura ont fait connaître son art auprès des nouvelles générations. Et l'on ne compte plus les innombrables hommages rendus à la star dans des films, comics, jeux vidéo, ou même dans des détournements qui ont vraiment de la gueule, au point que Bruce Lee semble être désormais devenu un personnage de fiction à part entière. Mais est-ce que le fait d'avoir été fauché en pleine jeunesse suffit à expliquer cet engouement pour l'acteur? À première vue, les œuvres qui lui ont apporté la gloire sont très loin d'être le haut niveau du cinéma hongkongais de l'époque. Si La Fureur de Vaincre et Opération Dragon sortent quelque peu du lot, on est quand même loin de ce que la Shaw Brothers pouvait offrir au même moment, ou même les productions japonaises de la Toei mettant en scène Sonny Shiba. Pour comprendre la singularité des œuvres de Bruce Lee, il faut sortir de la vision encore dominante aujourd'hui du réalisateur comme seul responsable de la qualité artistique d'une œuvre. Et oui, on ne le dira jamais assez, mais le cinéma est un art collectif, et sur ces films, l'implication de l'acteur dépassait largement ce que l'on attendait de lui. Dès ses débuts dans la série Le Frelon Vert, le comédien insistait lui-même pour superviser ses propres combats. Malheureusement, il déchante très vite après un premier essai catastrophique qui lui fait prendre conscience de son manque d'expérience en la matière. Mais les choses vont changer avec Big Boss. Profitant de l'amateurisme de cette production, il va tirer la situation à son avantage. Par exemple, il propose quelques idées pour améliorer le scénario, mais surtout, il met à profit son approche très personnelle des arts martiaux. À travers ce premier combat, un contraste s'opère immédiatement entre Bruce Lee et les figurants. Si ces derniers se battent n'importe comment, Lee adopte tout de suite une gestuelle travaillée, pour ne pas dire iconique, y compris lorsqu'il pointe du doigt ses adversaires au sol, nous faisant comprendre instinctivement que c'est lui qui contrôle l'espace. À partir de cet instant précis, Bruce Lee met en place un dispositif qu'il va sans cesse perfectionner dans le reste de sa filmographie. Son affrontement avec les élèves japonais au début de La Fureur de Vaincre en est un parfait exemple. On y retrouve tous les éléments disséminés ça et là dans Big Boss, mais condensés en une seule scène pour un résultat plus convaincant, qui permet à l'interprète de donner libre cours à sa fureur. Ce combat est également l'occasion pour Bruce Lee de rendre hommage à la scénographie des affrontements de Zatoichi, une franchise japonaise qu'il affectionne particulièrement. À cela, l'acteur ajoute de nouvelles choses qui vont parfaire son style et accroître sa popularité. Par exemple la présence de ralentis pour mettre en valeur ses coups, ou encore une approche du combat beaucoup plus dansante et féline, héritée de son passif de danseur en cha-cha-cha. Alors jusqu'ici, on pourrait se dire que Bruce Lee se contente de mixer une forme de réalisme avec des mouvements plus spectaculaires hérités du Wuxiapian. Mais maintenant qu'il est seul à bord pour gérer les combats de la Fureur du Dragon, dont il assure également la réalisation et le scénario, il ancre totalement ses combats dans un réalisme et une violence qui lorgne du côté de la boxe et du combat de rue. L'utilisation de fléchettes semble indiquer que l'acteur voulait agrémenter son style d'autres moyens de défense. Cependant, si sa popularité était surtout fondée sur ses prouesses martiales, d'autres facteurs sont à prendre en compte. Notamment sa manière de capter l'attention du spectateur avec son regard sans cesse sur le qui-vive, et ses entrées dans le cadre qui coupent toute illustration sonore. Enfin, il y a la violence réaliste et brutale qui va en crescendo, allant jusqu'à ternir l'ambiance légère du dernier acte de La Fureur du Dragon,
Au point qu'on se demande si le gars qui vient de terrasser Chuck Norris n'a pas une idée chelou derrière la tête. En tout cas, cette démarche trahit une psyché plus complexe qu'elle n'y paraît, comme le fait remarquer l'un de ses plus célèbres fans, Christophe Gans. Pour les gens, Bruce Lee c'est le grand champion des arts martiaux. Ça c'est la version polie. Moi je vois Bruce Lee dans la fureur de vaincre et c'est un psychopathe, un fou furieux. Il y a quelque chose chez lui qui est à la fois obscène, transgressif, quelque chose qui dépasse la rationalité. Il donne une forme absolument fascinante à la violence comme personne n'a pu le faire. Il n'y a pas de dimension sexuelle adressée aux autres. Bruce Lee n'est ni une image hétérosexuelle, ni une image homosexuelle. Il est le narcisse absolu. Il est l'homme qui goûte son sang. Son plaisir vient de sa propre expression. C'est l'autiste des arts martiaux, mais c'est un spectacle inouï. Et ça, l'acteur en avait parfaitement conscience. I mean, it is easy for me to put on a show and be cocky, but to express oneself honestly, not lying to oneself, that, my friend, is very hard to do. Pour tenter de trouver cette voie, le comédien va sans cesse faire évoluer sa vision des choses à travers une démarche initiatique, aussi bien devant que derrière la caméra. Et oui, bien qu'étant un tantinet mégalomane, Bruce Lee n'a cessé de se remettre en question. Il était par exemple très à l'écoute de son entourage, comme Danilo Santo qui lui enseigna l'art du nunchaku, ou encore Benny Dobbins, le coordinateur des cascades du Frelon Vert, qui lui a appris la différence entre une démo martiale et un combat à la portée plus cinématographique. Peut-être est-ce un héritage de l'affaire qui l'a mené à s'exiler aux USA, mais Bruce Lee avait également un sens assez aigu, voire même un peu tordu des responsabilités. Vous aurez peut-être remarqué que 3 des 4 films qui l'ont rendu célèbre reposent sur un schéma narratif identique. L'arrivée du personnage central dans un endroit où des proches sont persécutés, suivi d'un enchaînement de péripéties qui vont le pousser à laisser exploser sa fureur, avant une conclusion morale, pour ne pas dire moralisatrice, dans laquelle l'artiste tente d'attirer toute l'attention sur lui et sur ses exploits. Cependant, Bruce Lee insistait toujours pour que son personnage paye les conséquences de ses actes. Ce sens de la justice l'a amené à donner un caractère social et politique à ses films. Dans le premier, l'exploitation d'ouvriers par la pègre locale constitue le cœur du récit. Tandis que le second aborde le conflit sino-japonais à travers le prisme de 2 écoles d'arts martiaux. Ces 2 œuvres au caractère populiste fonctionnent sur un crescendo thématique. Et oui, le comédien est une sorte de héros local qui finit par devenir une icône nationaliste comme le montre ce freeze final. Ici, Bruce Lee incarne une revanche de la Chine sur ses oppresseurs pendant le conflit sino-japonais, que nous avions déjà évoqué dans nos épisodes sur City of Life and Death et le maître d'armes. La fureur du dragon pousse cette optique encore plus loin, puisque le héros part à l'étranger pour y aider ses compatriotes. Alors certes, cette prise de parti n'est pas inédite dans le cinéma d'arts martiaux. Néanmoins, la dimension sociale des films de Bruce Lee est nettement plus contemporaine que celle des Wokzapian. Même dans une œuvre d'espionnage pop comme Opération Dragon, il n'hésite pas à s'attarder longuement sur les habitants du port de Hong Kong. Ghettos are the same all over the world. They stink. De même, lorsque les ouvriers acclament Bruce Lee dans Big Boss, ils en font en quelque sorte leur représentant syndical. En tout cas, les films suivants poursuivent cette voie en faisant de l'interprète un héros systématiquement au service des faibles et des opprimés. En fait, Bruce Lee, c'est un peu Monsieur Tout-le-Monde qui serait capable de tenir tête à des adversaires beaucoup plus impressionnants que lui. Sa forte présence à l'écran donne tout de suite une dynamique visuelle compréhensible par tous, et ce n'est pas tant sa force physique que l'intelligence de ses techniques de combat qui lui permet de venir à bout de ses ennemis. Mais encore une fois, le registre de l'acteur ne se limite pas à ses prouesses martiales, ou au fait qu'il incarne une sorte de héros du peuple. Bruce Lee avait également un vrai sens de la comédie, comme on peut le voir avec l'humour malicieux qui se dégage de ses prestations. Aussi curieux, voire paradoxal que ça puisse paraître, il y a sans doute plus de points communs entre Peter Sellers, Jim Carrey et Bruce Lee qu'entre ce dernier et Stallone. Comme le comique anglais de la Panthère Rose, Lee aimait par exemple se déguiser. Il est inénarrable en faux employé binoclard dans La Fureur de vaincre. Dans La Fureur du Dragon, il incarne même une sorte d'inspecteur Clouseau chinois, un bonnet gaffeur qui ne sait faire qu'une chose, se battre et s'entraîner. La bande musicale, qui reprend vaguement le thème des films de Blake Edwards, souligne d'ailleurs cette étrange analogie. Le film prouve en tout cas que Lee savait rire de lui-même, et que s'il entretenait un rapport narcissique avec son image filmée, mais quel acteur s'en défendrait, il était avant tout peu avare de sa personne. Récapitulons. Nous avons affaire à un acteur qui semble ne faire qu'un avec ses différentes incarnations à l'écran. Reconnaissable entre mille par sa gestuelle et ses tenues, il débarque de nulle part pour venir en aide aux victimes d'un contexte social houleux. Et il fait face à des personnages bigger than life avant de repartir vers d'autres aventures. Je sais pas vous, mais moi ça me rappelle quelque chose. Bon alors c'est vrai que quand on pense aux artistes martiaux qui se revendiquent des acteurs du burlesque,
On pense surtout à Jackie Chan. Et pourtant, son approche de la mise en scène évoque nettement plus celle de Buster Keaton que celle de Charlie Chaplin. Et si Chaplin et Bruce Lee semblent au premier abord très différents, on trouve quand même pas mal de points communs entre les deux acteurs. Notamment ce besoin de contrôler chaque aspect d'un film, au point qu'ils ont tous deux fondé leur propre boîte de production, la United Artists pour Chaplin et Concorde Production pour Bruce Lee. Leur force est également d'avoir réussi à créer un personnage iconique à partir de 3 fois rien. Un chapeau, une moustache et une canne pour Chaplin, un pantalon et des nunchakus pour Lee. Par ailleurs, le hasard veut que l'un des films de jeunesse du Petit Dragon, véritable brouillon de ses obsessions cinématographiques, se nomme Kid Chung. Enfin, les films des deux artistes s'articulent entièrement autour de leurs personnages et de leurs prouesses physiques, au point que même assistés de collaborateurs et de metteurs en scène, ce sont eux les véritables auteurs de leurs films. Alors certes, Bruce Lee n'a malheureusement pas eu la chance de perfectionner son approche de la réalisation. Mais force est de constater que ses intentions se rapprochent pas mal de celles du génie du burlesque. D'autant que le comédien hongkongais avait une vision très juste du langage cinématographique sur laquelle beaucoup devraient méditer. To me, a motion picture is motion. Yeah. I mean, you gotta keep the dialogue down. Par ailleurs, son parcours s'inscrit dans la continuité des rares Chinois ayant pu être au premier plan dans le Hollywood d'autrefois, comme la star du muet Anna May Wong ou le chef opérateur James Wong Ho. Et c'est également par ce prisme à mi-chemin entre Orient et Occident que l'on comprend mieux l'anomalie qu'est Bruce Lee. Il est important de noter que sa mère avait des origines allemandes, ce qui est mal considéré dans la Chine de l'époque, et ce qui a valu à Bruce Lee d'être victime de discrimination dès son plus jeune âge. Par exemple, lorsqu'il se présente à la salle d'entraînement de Yip Man, les vieux instructeurs refusent que leur maître lui enseigne les arts martiaux. Mais la discrimination ne s'arrête pas là, puisqu'il lui faudra faire face à celle de l'armée japonaise qu'il n'hésitera pas à défier malgré son jeune âge, ainsi qu'à celle des Britanniques à qui Hong Kong appartenait, sans oublier celle des Américains lors de son arrivée sur le continent. Autant dire qu'il s'est toujours senti à la marge, et qu'une partie de la rage qui l'anime à l'écran a un écho très personnel. Cette situation étouffante l'a poussé à chercher des solutions dans sa pratique des arts martiaux et de la philosophie. Et oui, pour les arts martiaux, Bruce Lee pioche dans différentes pratiques pour créer sa propre technique de combat, le Jeet Kune Do. Ainsi, il a assimilé une grande partie des techniques de combat célèbres, et par extension celles que l'on peut voir depuis les débuts du cinéma, que ce soit dans le burlesque, le drame sportif, le film de cap et d'épée, et bien évidemment dans le cinéma d'arts martiaux. Sur ce point, on pourrait dire que Bruce Lee est une sorte de combattant postmoderne. Alors bon, la simplicité visée par le Jeet Kune Do peut être mal comprise au premier abord. Mais plus on creuse sous la surface, plus on se rend compte de la richesse des connaissances qui lui ont permis d'atteindre cette apparente simplicité. Bruce Lee considérait que son art était en évolution permanente, et il était nécessaire pour lui de ne pas se reposer sur ses acquis. Et c'est quelque chose que l'on retrouvait également dans sa pratique de la philosophie, puisque le bonhomme s'est autant intéressé à la pensée hindouiste qu'à Carl Gustav Jung, n'hésitant pas à reprendre des citations qui lui tenaient à cœur en y ajoutant ses propres mots, non pas pour plagier ses maîtres à penser, mais pour pouvoir créer son propre langage. Comme nous avons pu le voir, la vie du comédien est à mi-chemin entre Orient et Occident, oisiveté et pauvreté, entre le prestige hollywoodien et le système D du cinéma cantonais. Ses mentors furent autant le légendaire Yip Man que Jeff Corey, un adepte de l'actor studio ayant eu pour élève Jack Nicholson ou Jane Fonda. La soif de connaissances sans limite de Bruce Lee l'a poussé à viser l'universalité. Et c'est aussi pour ça qu'il accordait une grande importance au fait de transmettre son savoir au plus grand nombre sans distinction d'origine sociale ou culturelle. Le dernier film que Bruce Lee tourna de son vivant, Opération Dragon, peut être vu comme une synthèse de son parcours personnel et intellectuel. Il s'agit d'une relecture de James Bond, en particulier de Service secret de Sa Majesté dont il reprend le huis clos, ici sur une île, ainsi que le harem à la solde du bad guy. Ce dernier est d'ailleurs une sorte de Blofeld qui partage avec son homologue bondien une certaine tendresse pour les chats. On retrouve également dans le film quelques notes d'un genre encore balbutiant à l'époque, la blaxploitation, comme en témoigne la présence du charismatique Jim Kelly, qui deviendra plus tard une figure majeure de ce genre. Au final, avec cette approche décomplexée et sans prétention, Opération Dragon est un concentré de pop culture parfaitement assumé. Man, you come right out of a comic book. On y trouve bien évidemment toutes les facettes de Bruce Lee, mais cette fois, l'acteur n'hésite pas à exposer très explicitement sa philosophie de la vie. Don't think. Feel. À ce titre, le final, ouvertement inspiré de La Dame de Shanghai de Orson Welles, peut être interprété de différentes façons. Le comédien doit bien sûr détruire l'image de son ennemi pour espérer le vaincre, mais le fait qu'il doive briser son reflet indique que c'est moins l'ennemi qu'il doit démastiquer que son propre ego. Le fait de citer un classique de l'âge d'or hollywoodien est accessoirement l'une des scènes les plus célèbres de l'histoire du cinéma, dans un film qui convoque harmonieusement James Bond, la blaxploitation et le film d'arts martiaux, est en adéquation avec le propos de l'interprète. En effet, pour Bruce Lee, la notion de film populaire n'est pas péjorative, bien au contraire.
Ce mélange des genres lui permet d'atteindre une dimension universelle avec ses films. En cela, le comédien peut être vu comme un pionnier dans son approche du syncrétisme culturel, mais également comme un passeur ayant ouvert la voie à une approche artistique qui perdure encore aujourd'hui. Il suffit de jeter un œil à la nouvelle vague hongkongaise des années 80 ou à certains cinéastes occidentaux contemporains pour comprendre que le monde du cinéma a parfaitement assimilé la philosophie du comédien. Et oui, ce qui était encore en germe dans l'œuvre et le parcours de Bruce Lee a fini par devenir une source d'inspiration, voire de fétichisation dans la pop culture mondiale. Comme on l'a déjà dit, ces tenues dans le frelon vert et dans le jeu de la mort se retrouvent un peu partout et sont immédiatement associées à l'acteur. Bien souvent, il s'agit autant d'un hommage que d'une réappropriation de l'imaginaire pop qu'elle véhicule, et certains cinéastes s'amusent même à en détourner le sens. Et ce n'est pas la seule facette du comédien qui aura marqué les créateurs. Par exemple, certains s'inspirent consciemment ou non de sa philosophie. Be water, my friend. D'autres s'inspirent de ses chorégraphies. Et on peut même retrouver quelques résonances dans des endroits un peu plus surprenants. Même si certains prennent un malin plaisir à égratigner cette icône que d'autres considèrent comme intouchable, tout le monde semble s'accorder sur l'héritage considérable que Bruce Lee a laissé aux nouvelles générations. Et oui, même Tarantino a parfaitement conscience que quand on parle de Bruce Lee, on a un peu tendance à se fixer sur le doigt plutôt que sur la lune. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Si Bruce Lee est devenu un véritable mythe cinématographique, ce n'est pas forcément le simple fait de sa disparition brutale, mais plutôt de la manière dont il a utilisé le cinéma pour transmettre ses connaissances au plus grand nombre, non pas sous la forme de préceptes figés dans le marbre, mais comme une philosophie que l'on peut interpréter, enrichir et s'approprier comme chacun le souhaite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux préférés, mais aussi à nous soutenir sur Tipeee. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui nous aident financièrement et qui nous permettent de continuer nos vidéos. A bientôt!